Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons classifier et ranger les nombres avec lesquels nous travaillons maintenant depuis notre plus jeune âge, et cela dans des ensembles pour nous permettre de nommer les choses lorsque l'on travaille en mathématiques. Ensuite, nous parlerons de la notion d'intervalle en deuxième partie. On commence par l'ensemble des nombres les plus simples et qui nous viennent naturellement à l'esprit. Ce sont les nombres entiers positifs, et cet ensemble est d'ailleurs appelé ensemble des nombres entiers naturels. Il est noté grand N avec une double barre, et il contient tous les entiers positifs commençant par 0, donc 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On peut représenter l'ensemble des entiers naturels de la manière suivante. Vous voyez ici vous avez 0, 4, 10, tous les entiers positifs et ainsi de suite. Ensuite, on définit un ensemble qui est un peu plus grand et qui contient à la fois les entiers positifs et les entiers négatifs. Il est appelé l'ensemble des nombres entiers relatifs et il est noté grand Z avec une double barre également. Il est construit en partant de l'ensemble des entiers naturels, celui qu'on vient de voir, auquel on ajoute tous les opposés de chaque nombre sauf 0. On voit bien l'inclusion entre ces deux premiers ensembles, grand N est bien inclus dans grand Z, et on le note de la manière suivante, avec ce symbole qui est compris donc entre les deux ensembles. On poursuit avec un ensemble un peu plus grand encore, et qui contient cette fois-ci les deux premiers, c'est celui des nombres décimaux. Alors un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A divisé par une puissance de 10, donc A divisé par 10 puissance N, avec A un entier relatif, et N un entier naturel. Il est noté grand D également avec une double barre, et conséquence de cette notation, on pourra toujours écrire un nombre décimal avec un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. La partie décimale, en fait, s'arrête forcément à partir d'un moment. Alors exemple 5,12, moins 10,3, 0,333, attention ici je m'arrête. Et donc encore une fois, on a bien l'inclusion de N qui est inclus dans Z, qui est lui-même inclus dans D. Donc si je reprends l'exemple de 5,12, c'est un nombre décimal puisqu'il s'écrit comme étant 512 divisé par 100, et 512 divisé par 100, c'est 512 divisé par 10 puissance 2. Et on peut faire le même raisonnement pour les autres exemples. On poursuit maintenant avec un ensemble encore un peu plus grand et qui contient les précédents. C'est l'ensemble des nombres s'écrivant sous la forme de fractions, A divisé par B, avec A et B deux entiers relatifs, et B forcément non nul, car comme vous le savez très bien, il est interdit de diviser par 0, donc B est forcément non nul. Cet ensemble est appelé l'ensemble des nombres rationnels, et il est noté grand Q, comme ça, avec également une double barre. Donc exemple, vous avez 3 quarts, moins 1 tiers, toutes les fractions ou tous les quotients possibles formés par deux entiers relatifs sont des nombres rationnels. Alors une propriété importante sur les nombres rationnels, un nombre rationnel admet un développement décimal périodique à partir d'un certain rang. Autrement dit, les décimales, donc les chiffres après la virgule, ils vont se répéter par bloc et il peut y avoir une infinité de décimales non nulles après la virgule. Si on prend l'exemple de 1 tiers, eh bien 1 tiers c'est égal à 0,3333 et on s'arrête jamais. Là, il y a répétition d'une seule décimale qui est 3 et de façon infinie. Si on prend un deuxième exemple avec 13 193 divisé par 49 950, ça vaut 0,26, 412, 412, 412, etc. jusqu'à l'infini. Le bloc de 412 est répété à l'infini. Alors il peut y avoir une infinité de décimales, comme ne pas y en avoir, comme 3 quarts, qui vaut 0,75, ça s'arrête. Bien sûr, après le 5, toutes les décimales après, elles sont nulles. Enfin, maintenant, le dernier ensemble, c'est l'ensemble de tous les nombres qui existent, appelé l'ensemble des nombres réels, et il est noté grand R avec une double barre. Et ces nombres peuvent s'écrire avec une partie entière, donc ce qu'il y a à gauche de la virgule, et un nombre fini ou infini de décimales, cette fois-ci quelconque, qui se répète, ou pas d'ailleurs. Alors les exemples classiques, c'est le nombre pi, le nombre racine de 2, les racines d'un nombre premier, et ainsi de suite. Et pour rappel, la racine de 2, c'est la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. Et ça se démontre d'ailleurs avec le théorème de Pythagore. Et le nombre pi, c'est la longueur d'un cercle de diamètre 1. On a donc ainsi
les inclusions suivantes. L'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, lui-même inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, et lui-même inclus dans l'ensemble des nombres réels, donc de tous les nombres. Alors remarque maintenant, les nombres qui ne sont pas rationnels, ils sont dits irrationnels, c'est les nombres en noir dans la partie hachurée, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de quotient de deux entiers relatifs. On ne pourra jamais écrire par exemple racine de 2 ou le nombre pi sous forme de quotient de deux entiers. Dernier point maintenant sur les ensembles, c'est le cas particulier de l'ensemble qui ne contient rien, et il est appelé l'ensemble vide, et il est noté donc un 0 barré. Passons maintenant aux intervalles. On entend souvent parler d'intervalles dans la vie courante comme les intervalles de temps, les intervalles de course, et ainsi de suite. Eh bien cette notion est fondamentale, notamment en fonction, que l'on verra juste après, pour laquelle on doit définir pour pouvoir travailler. Alors comment on définit cette notion d'intervalle? Eh bien on va partir d'une partie de la droite qui regroupe tous les nombres, ce qu'on appelle la droite réelle, celle qui contient donc tous les nombres qui existent, et on va définir cette notion. Et partant de là, donc je vais choisir deux nombres réels, par exemple -3 et 2, que je vais placer. Eh bien l'intervalle de -3 à 2, c'est l'ensemble de tous les nombres compris entre -3 et 2. Et j'ai bien dit tous les nombres, sans faire de saut, ni sauter une partie de nombre. Et maintenant la question qui reste, c'est est-ce que -3 et 2 font partie de cet ensemble, c'est-à-dire font partie de cet intervalle? Autrement dit, est-ce que les extrémités font partie de l'intervalle ou pas? Eh bien pour ça, on va devoir l'indiquer par des crochets utilisés de la manière suivante. Si le crochet est dirigé vers l'intérieur de l'intervalle, alors le nombre qui est à l'extrémité fait partie de l'ensemble, donc fait partie de l'intervalle, et si c'est le contraire, c'est-à-dire s'il est dirigé vers l'extérieur, eh bien le nombre en est exclu. Il ne fait pas partie de l'intervalle. Dans notre intervalle, ici on inclut -3 et on inclut 2. Donc les crochets sont dirigés tous les deux vers l'intérieur. Auquel cas, on appelle ceci un intervalle fermé. Donc il est bien fermé des deux côtés. Si on inclut -3 et on exclut 2, on obtient l'intervalle -3, 2, ouvert en 2. C'est ce qu'on appelle un intervalle semi-ouvert à droite. Si on exclut -3 et on inclut 2, ça donne donc l'intervalle suivant qu'on appelle semi-ouvert, cette fois-ci à gauche. Et enfin, si on exclut les deux extrémités, ça donne l'intervalle donc avec des crochets dirigés vers l'extérieur des deux côtés, et c'est ce qu'on appelle un intervalle ouvert. De manière générale, pour des extrémités A et B, quelconques, voici les différents cas possibles pour les intervalles, avec l'encadrement qui va avec, c'est-à-dire avec l'ensemble des nombres x compris entre A et B. Alors si A et B sont égaux à plus l'infini ou moins l'infini, les crochets seront toujours dirigés vers l'extérieur de l'intervalle, puisque l'infini en fait n'est pas un nombre réel. Je termine par la remarque suivante. L'ensemble des nombres réels, c'est l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini avec les crochets donc ouverts des deux côtés. Maintenant parlons de la réunion et de l'intersection d'intervalles. On commence par la réunion. Eh bien la réunion de deux intervalles I et J est un ensemble qui va être noté I, U, J, qui se lie I union J, et qui vérifie la chose suivante. Eh bien si un nombre X est dans I union J, alors X est un nombre qui est dans au moins un des deux intervalles. Donc X est soit dans I, soit dans J, et également il peut être dans les deux en même temps, si I et J bien sûr ont des éléments en commun. C'est ce qu'il y a donc dans le premier exemple, comme vous le voyez. Dans notre schéma, si X appartient à I union J, ceci est équivalent à X, donc appartenant à l'intervalle -3, 1 fermé, union 0, 3 fermé, ce qui est équivalent à, au final, X appartient à -3 jusqu'à 3, puisque ces deux intervalles ont des éléments en commun. En revanche, si I et J n'ont pas de points en commun, alors la réunion c'est un nombre qui est soit dans I, soit dans J. Parlons maintenant de l'intersection de deux intervalles. En général, l'intersection est plus simple à assimiler que la réunion. Eh bien, l'intersection de deux intervalles I et J est un ensemble noté
I inter J, le symbole de la réunion, mais cette fois-ci à l'envers, et il se lit inter, donc I inter J, et qui vérifie la chose suivante, si un nombre X est dans l'ensemble I inter J, donc dans l'intersection de I et J, alors X il est à la fois dans I et à la fois dans J. Dans ce cas, nous avons X appartient à -3, 1 inter 0, 3, ça veut dire que X il est compris entre 0 et 1, inclus des deux côtés. Comme vous le voyez ici, donc c'est surligné en jaune. Mais dans le deuxième cas, si I et J n'ont aucun point en commun, eh bien leur intersection est vide. Autrement dit, I inter J égale l'ensemble vide. Dernière remarque, il faut veiller à bien respecter les crochets lorsqu'on applique une réunion ou une intersection de plusieurs intervalles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois en commentaire et je vous dis à bientôt.